Voilà, donc la première machine à modéliser et pour laquelle il faudra faire de l'identification en vue de son contrôle, c'est la machine à courant continu. Et donc la machine à courant continu aujourd'hui n'a plus que son sens pour des petites puissances, comme les petits moteurs ici de Maxon Motor ou Faulhaber, qui sont les deux fabricants principaux. On trouve aussi des moteurs plus bas de gamme dans des applications robotiques, qu'on peut trouver aussi à des prix beaucoup plus abordables. Mais ici l'idée c'est de modéliser voilà, un petit moteur donc d'une dizaine de watts, 10, 20, 30, 40 watts. Les gammes Maxon Motor vont jusqu'à 300-400 watts, grand maximum. Donc on est sur un moteur de précision pour des applications de faible puissance et un moteur qui sera généralement associé à un réducteur, puisque les vitesses de rotation sont de l'ordre de plusieurs milliers de tours par minute, et éventuellement aussi à un codeur pour notre contrôle. Alors de l'autre côté, vous avez ici le convertisseur, donc qui est un hacheur pour piloter le moteur à courant continu dans ces 4 cadrans. Donc on retrouvera ici 2 bras. Et la question qu'on va se poser à travers ce chapitre-ci et le suivant, c'est qu'est-ce qui peut être programmé sur le processeur pour pouvoir réaliser la commande en position du moteur à courant continu. Donc voici la situation, on a les 2 bras d'onduleur, on va ici alimenter avec une alimentation en découpage qui peut aussi être une batterie, on a notre moteur associé éventuellement à un codeur, une réduction et la charge à entraîner. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on code ici au niveau du CPU pour pouvoir finalement sortir les 4 informations et pas 6, 4 informations pour attaquer le gate de chacun des interrupteurs à l'état ouvert-fermé. Et on se doute bien que au-delà de l'entraînement et du contrôle de l'entraînement électrique, donc c'est-à-dire des caractéristiques moteurs et de la charge, on va avoir aussi un étage qui sera la partie PWM, donc qui est comment est-ce que je génère à partir du moment où je sais que je veux telle tension, comment est-ce que je génère les états ouverts et fermés des 4 interrupteurs qui sont sur le module de puissance. Et cette partie-là a déjà été abordée dans le chapitre sur le hacheur et donc ne sera pas reprise ici. Alors un petit rappel rapidement sur ce qui a été fait et vu dans les yeux antérieurs avec une étude en régime permanent. Donc sur la machine à courant continu, on va retrouver un inducteur, généralement ici des aimants dans notre cas. Pour les machines industrielles, on avait un enroulement d'excitation, mais qu'on ne va que très peu aborder ici. Et puis vous avez l'enroulement d'induit qui est sur la partie rotorique ici, avec une inversion du sens du courant au niveau de la ligne neutre géométrique via le système collecteur-balai. Le modèle de la machine à courant continu, le modèle de son induit tout d'abord, en régime permanent, on avait établi les équations suivantes, l'équation en tension, avec la force contre-électromotrice et la chute de tension dans la résistance de l'induit, et puis vous avez la modélisation de l'enroulement inducteur, ici qui est simplement représenté par une résistance, les 2 enroulements sont alimentés en courant continu, et on retrouve l'équation de Laplace et l'équation de Faraday, qu'on va redécrire un peu plus loin pour la modélisation dynamique qui va évidemment plus loin que la modélisation en régime permanent. Et donc si on veut piloter la vitesse du moteur, il faut qu'on puisse piloter ici sa tension. Il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de phase, donc c'est relativement simple. On doit simplement se dire que pour une caractéristique mécanique donnée du moteur, si je veux déplacer cette caractéristique pour atteindre un deuxième point de fonctionnement à vitesse plus élevée, je dois augmenter la tension à l'entrée du moteur, augmenter, si je passe encore sur une autre caractéristique, puis encore sur une, etc. Et pour une charge donnée ici en orange, vous voyez le point de fonctionnement qui évolue petit à petit, et donc la vitesse en abscisse qui évolue petit à petit aussi. Alors il n'y a pas toujours des caractéristiques de charge qui sont à couple constant avec la vitesse, donc ici c'est un exemple de levage par exemple. Alors ce qui est important c'est qu'une fois que vous êtes à la tension nominale et que vous êtes monté la tension progressivement via ici par exemple notre hacheur, à un moment donné on arrivera à la tension nominale. Et une fois qu'on a la tension nominale, on peut a priori plus monter la vitesse puisqu'on jouait sur la tension, sauf si on va jouer sur le deuxième paramètre de l'équation en tension qui est ici le flux. Et en réduisant le flux, on peut aller en survitesse, dépasser la vitesse nominale qui se situe à peu près ici pour la tension et le courant nominal.
on peut dépasser et aller jusqu'à par exemple 2 fois la vitesse nominale, pas plus, pour ne pas non plus avoir des problèmes mécaniques au niveau des roulements. Alors le principe ici, puisque nous on va traiter un moteur vraiment permanent, on va oublier la partie sur vitesse, on n'en fera pas ou quasiment pas ici, on montrera quand même si on avait un enroulement inducteur ce que ça peut changer dans la modélisation, mais vous allez voir que ça change pas grand chose. Donc cet aspect-ci est très peu abordé. On va se contenter ici de modifier le niveau de tension via un hacheur pour modifier la vitesse du moteur. On peut faire ça bien sûr dans les 4 cadrans, comme on a déjà vu plus tôt, avec le cadran 1, mais on peut aussi basculer dans l'autre cadran si on veut tourner à l'envers. Et puis on a les cadrans qui sont en mode générateur, les cadrans 2 et 4. Donc on peut éventuellement ici développer aussi une contrôle pour un hacheur qui serait 4 cadrans. Donc ça c'est un contrôle qui se fait en boucle ouverte, puisque c'est en boucle ouverte, je n'ai pas de retour d'information pour modifier ma vitesse, je fais simplement les yeux fermés, je vais aller 2 fois plus vite, j'augmente 2 fois la tension à l'entrée de l'induit du moteur. Oui, c'est ça qu'on va faire avec notre hacheur. Alors ici, l'objectif du chapitre, c'est quoi? C'est dire, oui, mais maintenant j'aimerais bien que mon moteur tourne exactement à 1200 tours minute. À ce moment-là, en boucle fermée, comment est-ce que je peux modifier la tension d'induit ici, via une boucle de régulation en amont, pour pouvoir atteindre ces 1200 tours par minute exactement. Ça peut être un asservissement de vitesse, comme je viens de l'expliquer, mais ça peut être aussi un asservissement de position. Vous avez un robot, il doit faire une position A à une position B. Comment est-ce que je peux mettre en place un contrôle pour faire ce déplacement-là, autre que en tout ou rien avec une boucle ouverte. Alors, ici vous avez un exemple du moteur qui va être traité au sein de ce chapitre et qui va être modélisé. C'est un moteur que vous rencontrerez qui est ici au laboratoire éventuellement si vous y passez, qui est mis sur un petit banc d'essai, qui est l'échelle réduite finalement des bancs d'essai de puissance que nous avons, qui était de l'ordre de 4-5 kW. Ici vous avez la reproduction, un peu la copie conforme à échelle réduite, avec un petit moteur d'essai, celui qu'on va étudier ici, dont la datasheet est reprise à gauche. Il est doté d'un réducteur ici, de rapport 5.3, et il est doté aussi d'un codeur de l'autre côté ici, avec une résolution de 500 pulses par tour. La machine peut ou non être accouplée à une machine qui permet de soit de l'entraîner, soit de le charger. Donc cette machine-ci, c'est un moteur EC qu'on verra dans un chapitre plus loin. Le moteur d'essai peut être piloté soit via un hacheur fait maison, à partir d'une consigne en analogique via les 2 potentiomètres qui sont ici, un pour le rapport cyclique, un pour la fréquence. Mais il peut être aussi piloté via un hacheur plus industriel et moins pédagogique, qui serait ici l'IPOS. Donc il suffit de croiser ici l'alimentation, l'IPOS, et attaquer le moteur d'essai. Vous pouvez attaquer avec l'IPOS le moteur EC aussi. Et puis vous pouvez attaquer le moteur d'essai via le hacheur ici. Si besoin pour le contrôle, vous devez lisser le courant. Vous avez des inductances supplémentaires éventuelles ici. Si vous voulez charger le moteur, vous pouvez ici piloter le moteur d'essai, les accoupler et faire débiter la deuxième machine en mode générateur dans le mini rack d'ampoule ici de voiture en 12 volts. Donc les datasheets du moteur sont reprises ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de paramètres déjà donnés, donc on parle de moteur de l'ordre de 10 000 tours par minute, on parle de millinewton-mètre pour les couples, et donc ici on a un nominal torque de 48.4 millinewton-mètre, tout ça sans compter le réducteur. Donc toute la partie gauche ici ne concerne uniquement que le moteur, d'accord. Donc si vous avez environ ici 10 000 tours, avec une division de 5.3, donc vous tournerez autour des 2000 tours là, derrière le réducteur. C'est un moteur qui fait 40 watts en mode continu, on peut aller un petit peu plus haut en régime intermittent, c'est donné par des caractéristiques qui ne sont pas reprises ici. On donne la résistance de l'induit, l'inductance de l'induit, etc. On regardera plutôt en fonction des paramètres qu'on a besoin en temps voulu. Mais un élément important, par exemple, c'est que le collecteur ici reprend 11 segments. Ça, c'est intéressant. On voit qu'il y a une paire de pôles. C'est un des moteurs qui sont très légers aussi. On parle d'un rendement du réducteur maximum de 90%.
Alors le rendement du moteur, il est donné égal aussi à 88,9%, ce qui est beaucoup pour un moteur courant continu, mais on parle bien de maximum, et sans la partie réducteur, il faudrait multiplier les deux rendements ici, si on voulait tenir compte du réducteur. Voilà donc les références du matériel qui va être modélisé ici. Alors on peut quand même, pour être bien sûr de comprendre ce qu'on fait, aller revoir une fois à l'intérieur de ces petits moteurs là qui sont dits ironless, donc sans fer. En effet, le bobinage est autoportant ici en orange. Et ça c'est le bobinage de l'induit, donc de la partie tournante rotorique. Vous allez me dire c'est bizarre, le rotor est à l'extérieur. Oui, c'est ce qu'on appelle une topologie à rotor externe. Donc c'est-à-dire que le rotor est bien tournant, mais il se situe à l'extérieur par rapport à l'aimant, qui habituellement dans nos illustrations sont à l'extérieur, mais ici sont reprises à l'intérieur, mais l'aimant est bien fixe. Ce bobinage est relié via les segments du collecteur ici, donc on a dit qu'il y en avait 11, sur lequel frotte le balai, pour pouvoir apporter le courant dans les différents bobinages. Donc de la source, on va venir ici passer par le balai via le collecteur, et le courant sera envoyé dans les différentes sections de spire du bobinage ici. C'est la tension sur ce bobinage-là qu'on veut contrôler, et donc c'est ce bobinage-là qu'on va principalement modéliser au niveau électrique. Alors ici en dessous, il y a une petite variante avec des balais en métaux précieux, qui permettent d'avoir une usure un peu moins importante, mais c'est bien sûr plus cher, et alors qu'ici on est généralement avec des balais en graphite pour avoir une bonne quand même résistance à l'usure, mais pas aussi bonne qu'avec des métaux précieux. Alors, on aimerait bien modéliser, comme on expliquait dans le chapitre d'introduction, on aimerait bien modéliser ce petit moteur-là. On connaît ses variables d'entrée, ses variables de sortie, on sait qu'il y a des équations générales qu'il va falloir essayer de transposer à la situation ici. On n'aura pas besoin de travailler sous forme matricielle ici, puisque on a un bobinage en continu, et donc on n'aura qu'une équation électrique. Parlons-en de l'équation électrique. Donc en tension, on va avoir la tension sur le bobinage, est égale à R fois le courant dans le bobinage, plus la variation de flux qu'il perçoit. Cette variation de flux peut venir d'où? Elle peut venir de elle-même, donc c'est-à-dire de l'inductance propre du bobinage, qui n'avait pas été pris en compte en régime permanent. Pourquoi? Parce qu'en régime permanent, dans un moteur courant continu, vous allez avoir une grandeur qui est constante, et donc il n'y a pas de variation de courant dans le temps, donc pas de variation de flux. Donc l'inductance propre de la bobine n'était pas à prendre en compte. Si maintenant, en régime dynamique, on va avoir des variations de courant, par exemple lors d'un démarrage, on a une variation de courant dans le temps, et donc l'inductance propre du bobinage est à prendre en considération. D'où est-ce qu'il peut encore y avoir une variation de flux? La variation de flux principale, c'est celle qui est créée par l'aimant permanent, et donc quand l'enroulement va passer devant l'aimant permanent, il y a une force électromotrice induite, E, et cette force électromotrice, on le verra par la suite, est proportionnelle bien sûr à l'induction et à la vitesse. Donc voilà la manière de représenter un moteur à courant continu, caractéristique par ces balais qui apparaissent dans le symbole pour le dissocier des autres machines. L'équation mécanique maintenant, donc ça c'est l'équation assez classique qui revient dans toutes les machines finalement. Donc on va regarder un petit peu ce qui changerait ici pour notre machine. On reprend l'équation de Newton, c'est le couple moteur moins le couple des pertes à vide moins le couple résistant de la charge est égal à J fois l'accélération. Dans le couple des pertes à vide du moteur, on va retrouver les pertes magnétiques et les pertes mécaniques, les pertes par hystérésis et par courant de Foucault, les pertes par frottement et par ventilation pour la partie mécanique. Les pertes par hystérésis sont proportionnelles à la vitesse, et donc on aurait ici un couple indépendant de la vitesse. Le couple des pertes par courant de Foucault, c'est proportionnel à la fréquence au carré, et donc on aurait ici une dépendance du couple par rapport à la vitesse, proportionnelle. Au niveau mécanique, on sait qu'on a trois types de frottement. On a le frottement sec, le frottement visqueux, proportionnel à la vitesse, et le frottement turbulent, proportionnel au carré de la vitesse. Donc, appliquons ça à notre machine ici. On a un moteur qui est ironless, donc les pertes magnétiques, on pourrait considérer qu'elles sont exactement égales à 0. Il faudrait voir quand même si il n'y a pas une partie de fer qui permet de canaliser un minimum le flux magnétique quand même si
le bobinage est autoportant, le flux magnétique doit se refermer certainement par la carcasse, et cette carcasse, elle doit être certainement responsable de même très faibles mais pertes magnétiques. Dans ce cas-ci, en tout cas, on va les négliger. On va négliger le frottement turbulent aussi, qui correspond au déplacement de l'air dans l'entrefer pour ces petits moteurs-là. On verra bien de toute façon par l'identification des pertes à vide si on en a ou si on n'en a pas. Si on a une courbe qui fait apparaître un comportement parabolique, ben on sait qu'on aura un terme ici turbulent. Mais généralement, il est négligeable. Donc on n'a même pas besoin de rassembler, comme on fera dans d'autres machines, les termes qui sont indépendants de la vitesse et les termes qui sont proportionnels à la vitesse. On peut directement considérer principalement ces deux-ci, les pertes mécaniques. Dans certaines machines, on négligera le frottement sec, ce qu'on ne peut absolument pas faire ici, puisque vous avez un frottement sec entre le balai et le collecteur. Donc on doit garder dans nos équations ce frottement sec et ce frottement visqueux. Les équations électromécaniques qui lient les grandeurs électriques et mécaniques, si on regarde ici, on va avoir notre aimant, sud-nord, et on va avoir ce qu'on appelle un pas polaire. Donc quand le rotor va tourner ici et passer devant le pôle sud, par exemple, on va dire qu'on a un certain temps pour faire ça, qui dépend de la vitesse à laquelle le rotor tourne, et pour parcourir un pas polaire à oméga, radians par seconde, sachant qu'il y a P paires de pôles. Ici vous avez un exemple à une paire de pôles, mais vous pourriez avoir plusieurs paires de pôles. Généralisons avec P paires de pôles, on sait qu'on aura fait ici en un temps 2π sur 2 fois le nombre de paires de pôles divisé par la vitesse. Le temps est lié à la vitesse et au déplacement bien sûr. Et on va donc avoir une force électromotrice induite dans cet enroulement sur un pas polaire qui est donnée par phi sur ce temps-là. Pour NC conducteurs, on va multiplier ce qu'on a trouvé par NC et on obtient ainsi des éléments qui dépendent de la construction de la machine. P, le nombre de paires de pôles, on a pi, c'est une constante, NC, c'est le nombre de conducteurs. Tout ça, on va les englober dans une constante K. On va laisser apparaître le flux de l'aimant qui, a priori, est constant. S'il est constant, parce que ce sont des aimants permanents, le Kφ deviendra Kv, ce qu'on appelle une constante de vitesse. Et donc ça fait Kv fois oméga, puisque nous avons bien des aimants permanents dans notre situation. Donc on retrouve là la dérivée finalement de E égale BLV, où on est proportionnel au flux et à la vitesse par la loi de Faraday. Alors le couple, lui, c'est E fois I sur oméga. Le E a été trouvé juste au-dessus, les oméga se simplifient et il reste Kφ fois IA. Donc ça veut dire que le couple est proportionnel au courant et la constante de couple est la même que la constante de vitesse si vous restez dans le système d'unité internationale. Une autre manière de raisonner sur cette machine-là, qu'on va aborder pas mal dans les chapitres des machines à courant alternatif en comparaison avec ce qui a été fait pour les machines à courant continu, ce serait de raisonner par la loi de Laplace de manière générale et dire que la force c'est le produit vectoriel d'un courant par rapport à un champ. Produit vectoriel, ça veut dire que c'est lié au sinus de l'angle entre les deux champs, et donc vous avez bien ici un champ qui est produit nord-sud dans le sens horizontal par l'inducteur, vous avez bien un champ qui est vertical par l'induit, parce que le système collecteur-balai impose le sens du courant à gauche et à droite de la ligne neutre géométrique, toujours dans le même sens, ça veut dire que ces conducteurs-ci sont toujours parcourus par un courant entrant dans la feuille, et ici par un courant sortant. Ça veut dire que si vous faites la règle de la main droite appliquée sur ces conducteurs-ci, vous allez avoir un champ magnétique dirigé verticalement, et en l'occurrence ici, vers le bas. Et que dit Laplace? Laplace dit, si vous avez un courant et un champ, donc un courant sur le rotor et un champ sur le stator, il va y avoir attraction nord-sud, et l'angle idéal entre les deux, ce serait d'avoir 90 degrés, parce que quand vous avez 90 degrés, le sinus vaut 1, et à ce moment-là, vous êtes au couple maximum. Donc vous avez toujours un champ ici, inducteur, un champ induit, et l'angle de 90 degrés entre les deux, au fait, est assuré par le système collecteur-balai. Donc on peut raisonner comme deux champs, par rapport à l'autre, ou alors un courant et un champ, ce qui revient au même. Ça, ce sera important donc pour les autres chapitres plus loin, parce qu'on va transposer ça aux machines à courant alternatif.
Donc on se retrouve avec nos équations, donc qui sont ici au nombre de 4. On peut passer ces équations en Laplace. On a deux équations du premier ordre ici, avec un premier ordre électrique et un premier ordre mécanique. Et donc quand on va les passer dans Laplace, on va obtenir ceci comme fonction de transfert, et ceci au niveau mécanique. Et si vous êtes en modèle d'état, comme c'est expliqué dans l'introduction, alors vous pouvez exprimer la dérivée des états en fonction des états eux-mêmes et de l'entrée U. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi ici comme variable d'état? On a pris là où on va stocker l'énergie, et donc on va prendre oméga pour l'énergie stockée mécaniquement via l'inertie, et on a pris l'inductance pour l'énergie, le courant pardon pour l'énergie électrique, pour l'énergie magnétique stockée dans l'inductance. Donc le courant pour l'énergie magnétique stockée dans l'inductance. Donc, tout ceci a déjà été abordé dans les chapitres précédents, c'est pour ça que je me permets d'aller assez vite. Alors quel est l'avantage de l'une ou l'autre méthode pour le modèle? Ici vous avez peut-être plus facilement accès aux différents paramètres, parce que quand vous allez le modéliser et que vous voulez changer l'inductance, ce sera assez simple. Par contre quand elle est cachée entre guillemets dans une fonction de transfert, c'est un peu plus délicat. Voilà donc pour le modèle du moteur à courant continu, qui n'apporte pas beaucoup de nouveautés par rapport à ce qui a déjà été fait avant. Et donc on va passer maintenant à l'identification des paramètres. Alors pour l'identification des paramètres, il nous suffit d'aller regarder dans les équations ce qu'on va avoir comme paramètres. On voit qu'on a RA et là CFS, F le frottement visqueux et J, et on doit encore avoir le K qui apparaît ici. Donc on a 4 premiers paramètres en régime permanent, on a 2 paramètres qui traduisent la dynamique du système, et donc on peut faire une série d'essais. Donc je vais donner ici les éléments de réponse, mais je ne vais pas tout dévoiler puisque la partie s'est fait dans certains laboratoires en tout cas. Donc je vais donner simplement des indices et il faudra réadapter ça par rapport à votre situation au labo. Il y a moyen de pousser la réflexion aussi loin qu'on veut. Donc premier élément identifié, la résistance de l'induit. Donc c'est la résistance de bobinage qui est placée sur le rotor. N'oublions pas que le courant là va transiter par le système collecteur-balai, et donc on mesure cette résistance là aussi. Et donc si j'alimente ici le moteur, je vais le bloquer. Pourquoi? Pour ne pas avoir l'influence de la force contre-électromotrice ici, E. Et donc il va rester RA est égal à la tension que je mesure divisé par le courant. Et donc j'aurai la résistance de mon enroulement d'induit. Vous voyez que la résistance mesurée est quand même assez forte de la résistance donnée dans la datasheet. Ça vient de plusieurs raisons. D'abord, j'ai pas étudié l'effet de la température. Or, si je fais un essai à différentes tensions et différents courants, alors attention de bien rester en dessous du courant nominal, bien sûr, du moteur, puisque l'arbre est bloqué. Donc ça peut être assez dangereux, donc il faut mettre l'alimentation ici en limitation en courant. Mais donc finalement, quand vous le faites à différents courants, la température monte avec le courant, et donc vous pourrez tracer carrément une évolution de RA en fonction du courant dans l'induit, si on voulait être plus juste. Il faut penser aussi que le courant, il va passer par le système collecteur-balai, et on ne sait pas si le balai il est à cheval sur une lame du collecteur ou sur plusieurs lames du collecteur. Donc 2 lames par exemple, et un isolant au milieu. Donc on pourrait étudier aussi l'évolution de RA en fonction de la position. Vous pouvez essayer à l'ohmètre, mais ça ne va pas marcher. Pour avoir fait l'expérience, vous mesurez à l'ohmètre dans cette situation-ci 4,5 ohms, 4,5 ohms, donc on est largement en dehors de ce qu'on veut mesurer. Pourquoi? Parce que l'ohmètre essaie d'injecter un courant à travers le système collecteur-balai, là où il y a une certaine tension de contact, et donc bien sûr l'ohmètre là ne va pas s'en sortir tellement les valeurs envoyées dans le circuit sont petites. C'est pour ça qu'on préfère une méthode volt-ampère métrique de loin. D'ailleurs l'ohmètre ça ne fonctionne simplement pas. Alors on peut mesurer ensuite la constante de vitesse. Je propose ici 4 méthodes à discuter dans vos feuilles d'essai. La première méthode consiste à simplement alimenter votre moteur, mesurer la tension en fonction de la vitesse et de tracer l'évolution. Alors c'est pas très juste parce que c'est pas la tension
qu'on doit utiliser dans la définition de la constante de vitesse, mais plutôt la force contre-électromotrice. Et donc, ce qu'on propose ici, c'est-à-dire retirons le RA-IA. Oui, mais le RA, il dépend de la température, donc il dépend du courant, est-ce qu'on l'a identifié comme il faut, donc ça reste quand même encore fort hypothétique. Donc c'est déjà plus précis de retirer la chute de tension. Pour ça j'ai besoin de mesurer le courant en plus. Notez qu'on laissera de toute façon toujours un ampèremètre en série avec le moteur pour pouvoir surveiller le courant à l'intérieur et vérifier qu'il ne chauffe pas. On fait ça dans toutes les machines. Alors après, est-ce qu'on peut encore faire mieux? Oui, on pourrait utiliser une autre machine. Par exemple ici une petite machine qui serait connectée sur le banc. Je vous laisse mettre ce qu'il faut ici en amont pour pouvoir la piloter. C'est représentatif. Le moteur entraîne la machine ici à courant continu qu'on est en train d'identifier. Et à ce moment-là, la tension induite, puisqu'on débite ici dans un circuit ouvert, on va avoir pas de courant ici à la sortie. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on mesure, c'est directement la force électromotrice. Donc la machine travaille alors en générateur. Alors on fait le lien entre la force électromotrice et la vitesse, et là, on est le plus juste possible. On pourrait faire une quatrième méthode, qui serait de charger ici la machine en mode moteur, venir mettre une charge derrière, et à ce moment-là, de relever via un capteur de couple l'évolution du couple en fonction du courant. C'est bien sûr plus lourd, puisque vous avez besoin d'une mesure de couple, qui est relativement chère, encombrante, et c'est un luxe qu'on n'a pas besoin de se donner, puisque la méthode 3 par exemple est déjà très très précise. Dans les machines à courant continu, la constante de vitesse est toujours égale à la constante du couple, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, ici vous avez les résultats donnés pour le moteur DCX qui a été présenté tout à l'heure, avec les 3 valeurs, et on voit quand même que la première donne une hypothèse quand même non négligeable, le fait de négliger RA-IA, regardez l'effet que ça a quand même par rapport à la machine. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que par rapport à la datasheet, on se fiera plutôt aux valeurs mesurées qu'aux valeurs de la datasheet pour lesquelles on ne sait pas comment elle a été établie. En tout cas, notre essai 3 ici, il est le plus juste possible, c'est pas possible d'être plus juste que ça. Donc on peut en avoir confiance et le mettre dans notre modèle plus tard. On peut ensuite identifier les pertes à vide, et à ce moment-là, lancer le moteur à vide, mesurer son courant, sa tension, c'est un continu, donc on peut faire simplement un produit. Attention qu'on aura la puissance électrique, et donc on doit déduire les pertes joules électriques pour avoir la puissance électromagnétique, qu'on divisera par la vitesse qui est mesurée ici, sur le codeur. On pourrait aussi, plus simplement, se dire que si on a confiance en KT, ce qui a l'air d'être le cas si on se réfère à l'essai précédent, on peut dire que on mesure le courant et que le couple est une image du courant directement. Donc les deux méthodes sont aussi à comparer. Ici c'est la première méthode qui a été utilisée. Alors vous voyez qu'on n'a pas, on est en pratique, donc on n'a pas toujours exactement ce qu'on veut. On voit ici sur 5 points de mesure, on pourra en faire plus pour analyser un peu la situation de plus près. On a une droite ici des moindres carrés, et l'intersection ici va vous donner le couple de frottement sec, qui est de donc ici de 8,610 moins 4. Ouais. Donc par rapport aux 48 mN si je me rappelle bien en nominal, on est dans un ordre de grandeur qui est cohérent. Et donc on a la valeur de frottement sec qui est donc l'intersection entre la droite des moindres carrés à l'origine. Le frottement sec, c'est la pente de la droite, et on voit qu'on n'a pas de frottement turbulent, qui montrerait que les points ici partiraient de manière parabolique, que du contraire, on a ceci qui est à creuser, parce que c'est assez étrange d'avoir une diminution à ce niveau-là. Donc on a ainsi établi les paramètres des pertes à vide, et maintenant on va passer aux paramètres dynamiques, qui sont ici les plus importants pour nous. Les 3 premiers essais ont déjà été traités, je pense, dans les UE en prérequis. Alors au niveau de l'inductance tout d'abord, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un transitoire, puisque c'est un paramètre en dynamique, du courant en fonction du temps. Et donc on pourrait mettre un certain courant au niveau du bobinage, et puis on ferait en sorte de pouvoir écouler ce courant pour qu'il tombe à 0, moyennant un échelon de tension. Donc ça veut dire que la tension serait égale à 0, on va court-circuiter le moteur à un moment donné, et son courant va décroître vers 0.
Pour ça, on n'a pas envie d'avoir l'effet de la force contre-électromotrice, donc on va bloquer l'arbre de la machine. Donc de nouveau, on travaille dans des conditions un peu dangereuses entre guillemets pour le moteur et donc il faut faire attention. Donc le E va tomber, et à ce moment-là, il suffit avec un interrupteur en parallèle le fermer. Vous allez court-circuiter le moteur, et quand vous court-circuitez le moteur, l'énergie accumulée dans le bobinage va ici circuler dans la boucle ici. On me dirait l'alimentation est court-circuitée aussi, oui, mais c'est pas grave, elle sera en limitation de courant et on regarde pas ce qui se passe là. Par contre ici, le courant va décroître parce que l'inductance se décharge dans la résistance de l'induit. Et donc, votre courant y décroît, et après, une fois la constante de temps, on sait qu'on aura LA sur RA, qui est la constante de temps, on connaît le RA, et donc le LA peut être trouvé. Alors c'est un essai un peu délicat, pourquoi? Parce que la constante de temps est très faible au niveau électrique, surtout sur ces petits moteurs-là, et donc le fait de fermer l'interrupteur ici, c'est assez, on risque d'introduire un délai. Si vous avez aussi votre alimentation qui changeait de mode, par exemple régulation en courant, régulation en tension, vous risquerez d'avoir l'influence ici du changement de type de régulation, et donc un délai aussi. Donc ces deux choses-là sont à améliorer, c'est pour ça qu'ici je considère directement la valeur de la datasheet, c'est un essai dont la réflexion est à poursuivre. Mais donc en effet, si vous prenez ici un certain temps pour fermer l'interrupteur, vous risquez de le voir apparaître dans votre décroissance du courant ici, d'accord, qui représente, je rappelle, un temps ici très très court. Hein. Donc si on va avoir une idée de la constante de temps électrique, on fait un 2910-4, on divise par la valeur de la résistance qui était de l'ordre de 1 ohm, et donc on a une constante de temps d'environ 10-4. Ouais. Donc c'est vraiment très très petit. Alors pour la deuxième grandeur, mais au niveau mécanique cette fois-ci, c'est l'inertie. On va aussi faire un step, mais là on va faire un step sur la vitesse. Pourquoi? Parce que l'équation différentielle est la suivante. On n'aura plus de couple moteur, ça veut dire qu'on laisse la machine à vide. La machine va s'arrêter avec un échelon. Une fois que je vais ouvrir l'interrupteur ici, la vitesse va descendre puisqu'elle n'est plus alimentée. Alors comment est-ce qu'elle descend? Elle s'arrête grâce au frottement sec et grâce au frottement visqueux. Il n'y a pas de couple résistant, il n'y a pas de charge à coupler. Donc la machine est bien à vide, et le fait de couper la tension va couper le couple moteur aussi. Donc il n'y a plus de courant dans la machine, donc il n'y a plus de couple moteur. Donc il reste ces deux termes-ci, donc c'est une équation différentielle du premier ordre. Alors on peut faire deux essais, pourquoi? Parce qu'on a deux paramètres là. On pourrait se dire, si on a basse vitesse, c'est ce terme-là qui est prépondérant par rapport à celui-là. Voilà l'équation différentielle qu'il reste. On aura une évolution qui est linéaire, qui est caractérisée par une droite, dont la pente vaut moins le couple de frottement sec sur l'inertie. Connaissant le couple de frottement sec par les pertes à vide précédemment, on peut trouver l'inertie. Si on le fait à plus haute vitesse, le F oméga maintenant est supérieur au frottement sec. On pourrait négliger alors le frottement sec. On a une équation différentielle qui est comme ceci, dont la solution est une exponentielle, cette fois-ci décroissante. Alors on voit bien que c'est pas tout à fait une exponentielle puisqu'elle touche 0 ici, donc là il y a un problème. Le problème c'est le couple de frottement sec justement qu'on a négligé. Mais on voit quand même que l'allure se rapproche plus d'une exponentielle que quand on était à basse vitesse. Donc on pourrait aller essayer de relever la constante de temps ici, comme on l'a fait pour l'inductance. On a une constante de temps mécanique de 0,9, donc beaucoup plus grande bien sûr que la constante de temps électrique qu'on avait tout à l'heure. Connaissant le F dans l'identification des pertes à vide, on peut trouver le J, l'inertie. Si on compare cette inertie là dans les deux cas avec la valeur de la datasheet, on voit que on est dans le bon, on a du 10-6 kg fois mètre carré, qui sont des inerties bien sûr très très faibles du fait qu'il n'y a pas de fer dans la machine. Alors on pourrait regarder aussi l'inertie du réducteur et voir si elle a un impact. Ça pourrait expliquer la différence aussi, puisque ici j'ai fait un essai avec l'inertie du réducteur, par contre ici je n'ai que l'inertie du rotor de la machine. Donc encore des beaux sujets de discussion et d'approfondissement.
Si vous faites la démarche et que vous voulez un set de paramètres qui tourne, j'ai récapitulé ici tous les paramètres qu'on vient d'identifier. Et vous avez un deuxième moteur ici. Voilà, si vous voulez un deuxième jeu de paramètres sur un autre moteur qu'on a aussi à disposition au laboratoire. Voilà pour l'identification. Donc l'identification des paramètres en régime permanent, c'est quelque chose, je pense, qui est assez simple. Par contre, l'inertie des paramètres en dynamique, je pense que avec ces deux steps pour la décroissance, une fois du courant, une fois de la vitesse, je pense que c'est assez intéressant à remontrer. Donc on a écrit les équations, on a identifié les différents paramètres de la machine, et donc après on peut faire le modèle dynamique. Alors on peut le faire soit à partir des fonctions de transfert, voilà l'électrique, voilà la fonction de transfert mécanique, soit à partir des variables d'état. Les deux solutions vous donneront la même chose comme on l'a déjà dit. On va retrouver donc U-E, fonction de transfert électrique, ça donne le courant, multiplié par la constante de couple, ça donne le couple du moteur. Il faut retirer à ça le couple de frottement sec et le couple dû à la charge. Donc ici on a le couple de charge. Ici on peut retirer sous la forme d'une constante le CFS, le couple de frottement sec. On passe ensuite dans la fonction de transfert mécanique et on sort la vitesse. Si on l'intègre encore une fois, on aura la position. Si vous avez un enroulement d'excitation à la place de l'élément, si vous étiez confronté à une machine de puissance, il ne faudra pas oublier de modéliser aussi l'inducteur alors, puisque le flux serait cette fois-ci le produit d'une constante qui multiplie le courant d'excitation par la caractéristique magnétique de la machine. Et à ce moment-là, vous pourriez venir l'ajouter ici pour faire K phi fois IA et K phi ici fois oméga pour avoir le E et là pour avoir le couple respectivement. Donc le flux cette fois-ci est apporté par la tension que je mets sur l'enroulement inducteur que je peux modéliser. On peut rajouter le plus F ici, ça revient au même au niveau de l'équation mécanique, c'est simplement parce qu'ici apparemment on l'a plutôt implémenté à ce niveau-là, ça revient au même. Voilà, une fois que vous avez votre modèle dans Simulink, vous pouvez le faire tourner et surtout l'interpréter. On ne fait pas tourner juste pour faire tourner le modèle, on essaie de comprendre ce qui se passe sur les différentes grandeurs. On voit par exemple que la position évolue de manière linéaire, à part au départ au niveau du démarrage, mais donc on a bien une évolution qui évolue de manière proportionnelle, à vitesse constante. Alors la vitesse, on voit qu'elle vient s'établir à un ordre de grandeur des 2000 qu'on avait donné derrière le réducteur, donc ça c'est bon. On voit qu'il y a une pointe de courant au démarrage, on est monté à 20 ampères alors que c'est un moteur qui fait 2.3 en nominal. Donc on est monté à 10 fois le courant nominal parce qu'on a simplement fait un démarrage direct en 24 volts. Si vous voulez réduire le démarrage, vous pouvez mettre une rampe de démarrage avec éventuellement une limitation pour essayer de faire un démarrage plus doux pour le moteur, puisque la pointe de démarrage, ça revient à une pointe de courant qui risque de brûler votre moteur si vous le faites trop souvent. Voilà, alors l'interprétation c'est quoi? C'est discuter plus en profondeur un petit peu ce qui se passe, les grandeurs, comme je viens un peu de faire. Par exemple la vitesse à vide, la pointe de courant, le temps du démarrage aussi, tiens c'est intéressant de voir, là je peux démarrer en... Alors c'est très court, on l'a dit, les constantes de temps sont très petites, vous voyez qu'il a démarré en 20 millisecondes, d'accord? Donc ça c'est important, c'est parce que les constantes de temps en jeu sont très très petites. Alors vous pouvez changer la charge ici et venir mettre un couple résistant avec une charge qui est un couple proportionnel à la vitesse. Vous pouvez mettre une rampe pour charger progressivement le moteur, etc., etc. Donc ça c'est à vous de jouer un petit peu avec après pour voir à quoi ça peut servir. Voilà, en tout cas nous ça sert pour la quatrième et dernière partie qui est le contrôle, qui est finalement la raison pour laquelle on vient de modéliser cette machine, et d'identifier les paramètres le plus précisément possible, puisqu'on va en avoir besoin pour établir un contrôle de position de vitesse pour le moteur. Donc je vous invite à rejoindre la vidéo suivante sur le contrôle du moteur pour voir ce qu'on va faire avec tout ça.